Bonjour, bienvenue sur Radio Gabon, votre émission Écosciences. Écosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Aujourd'hui, on va aborder trois pans, notamment la biographie d'un éminent chercheur qui nous a quittés, le professeur Mavungo Donatien, qui a travaillé sur le VIH-Sida et bien d'autres pathologies au Gabon. Ensuite, on va s'entretenir avec le docteur Gaël Mourembou, qui est enseignant-chercheur à l'Université des sciences de la santé à Libreville. Et on va terminer par notre traditionnel clin d'œil science qui nous parlera de la transformation des déchets plastiques en paracétamol. Alors, avant de commencer cette émission, je tiens à saluer toutes les personnes qui nous suivent et surtout de vous abonner sur les plateformes de Radio Gabon, notamment Écosciences. Bonjour mademoiselle Lorraine Bumbo, comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Et toi? Ben, ça va. À côté de moi, nous avons le docteur Mourembou Gaël, enseignant-chercheur, comme je le disais tout à l'heure. Bonjour docteur. Bonjour Victor. Alors, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Alors, tu es sur l'émission Écosciences. Tu vas nous parler aujourd'hui des bactéries, des nouvelles bactéries. Eh bien, au cours de l'émission, on aura la possibilité de s'entretenir là-dessus. Mais avant, on va parler du professeur Donatien Mavungo, qui est un chercheur gabonais qui nous a laissé et qui a beaucoup apporté pour la science en Afrique, dans le monde et surtout dans notre pays, le Gabon. C'est une fierté nationale. Je suppose que tu le connais, hein, parce que oui, bien sûr, je le connais depuis des années. D'accord. Et que sais-tu de lui? Essaie un peu de me dire. Ce que je sais, c'est que le professeur Donatien Mavungo était un médecin et chercheur gabonais, né le 28 août 1947 à Ndendé, au sud du Gabon, et malheureusement, il nous a laissé le 4 février 2020. Détenteur d'un doctorat en biochimie obtenu à l'université Claude Bernard en 1986, il est connu pour être l'inventeur du DM28 Immunorex, un médicament censé aller dans le sens de la guérison du VIH-Sida. Alors, il a une très grande carrière et au cours de cette carrière scientifique, justement, il a occupé plusieurs fonctions. Il a d'abord été le directeur général du Centre de recherche des pathologies hormonales, CRPH, qu'il a lui-même créé à Libreville. Ensuite, entre 1989 et 1991, il est nommé haut commissaire chargé de la recherche scientifique au rang de secrétaire d'État au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique. De 1991 à 2009, il est conseiller spécial du président de la République chargé des questions scientifiques, donc Omar Bongo Ondimba. En 1997, il est ensuite délégué général pour représenter le continent au sein de l'Académie mondiale des technologies biomédicales à l'UNESCO à Paris. Scientifique émérite, ses travaux ont été reconnus par le CNRS, donc le Centre national pour la recherche scientifique français, en 2007. Ensuite, il a été récipiendaire de plusieurs prix, notamment le Scholarship de la Conférence internationale sur le sida en Afrique, Ouagadougou. Il a aussi reçu le prix de GSK, GlaxoSmithKline. D'accord. Alors, beaucoup de prix, beaucoup de crédits pour ce monsieur qui a travaillé pour la science. Mais ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que, voilà, comment est-il en arrivé là? Eh bien, le professeur Mavungo a commencé déjà par travailler sur les maladies opportunistes du VIH, donc hypertension, diabète, etc. Et a rappelé que, en tant que biochimiste, il s'est focalisé beaucoup plus sur ce qu'on va appeler le système endocrinien. Bon, pour les gens, pour les profanes, en fait, c'est un ensemble d'organes, notamment les glandes, hein, qui vont produire des hormones. Et ce sont ces hormones-là produites. Il a regardé un peu l'impact que pouvaient avoir ces hormones sur la santé de ces patients-là, notamment les diabétiques, l'hypertension artérielle, et aussi pour des personnes porteuses de VIH. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il a commencé à réfléchir et avec une expérience professionnelle qu'il a menée à regarder l'importance d'une hormone très très importante qu'il a appelée le DHEA, qui est une hormone stéroïde, voilà, une hormone stéroïde qui est produite par les glandes. Et c'est cette hormone-là, effectivement, qu'il va constater que cette hormone va renforcer le système immunitaire, hein, en inoculant à certains patients, va renforcer le système immunitaire, par exemple des séropositifs ou des personnes VIH ou des sidéens, s'il faut le dire comme ça. Et donc,
avec ce principe actif qui est le DHEA, il a formé un médicament qu'on a appelé Immunorex. Et c'est vraiment ce médicament-là qui va faire l'affaire dans le monde entier, avec plusieurs collaborations, avec plusieurs tests sur non seulement sur le VIH, mais aussi sur d'autres pathologies virales comme l'Ebola, comme les hépatites, etc. Donc il va faire plusieurs recherches et il va aussi avoir plusieurs collaborations, notamment sur le cancer par exemple. En France, en Israël, allais-je dire, avec le docteur Michael Armoy, sur par exemple les traitements liés à l'immunothérapie. Il va travailler en Côte d'Ivoire sur les résistances antirétrovirales, avec le professeur Armand Kofi par exemple. Il va collaborer avec certains chercheurs français, notamment la structure Biosantech, voilà, sur une proposition de vaccin thérapeutique avec le docteur Jean Desmaroy. Donc il y a eu plusieurs collaborations comme ça en ce qui concerne Immunorex et l'objectif, comme lui-même il le disait, c'était justement de renforcer le système immunitaire des personnes vivant avec ce virus ou les personnes faisant déjà la maladie. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir de lui après tout ce qu'on a pu dire? Éminent chercheur, c'est connu. Est-ce qu'aujourd'hui, il doit continuer à être valorisé? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un exemple? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une fierté? Oui, évidemment, le professeur de Nassiem Mavungu mérite des éloges, il mérite une reconnaissance, il mérite d'être enseigné dans les établissements, parce qu'en réalité, il y en a qui ne connaissent pas vraiment le professeur. Et même quand ils connaissent le nom, ils ne savent pas vraiment la suite, en fait, le DM28, à quoi ça a servi. Donc je pense qu'il est vraiment important que de telles initiatives, comme notre émission se multiplient, afin que nos scientifiques gabonais, et même au sens plus large africain, soient reconnus en fait. On a un très bon patrimoine intellectuel, donc on a tout intérêt à le valoriser. D'accord, donc c'était la première partie d'Ecosciences. Ecosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. À nous revoir tout à l'heure. Bienvenue sur la deuxième partie Ecosciences, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. On vous le disait tout à l'heure que nous recevons le docteur Gaël Mourembo, qui est enseignant-chercheur à l'Université des sciences de la santé de Libreville. Alors, le docteur, il est là avec nous. Retenez déjà que c'est un jeune homme qui a eu son bac au collège de Bongolo, un bac D. Ensuite, a poursuivi ses études universitaires à l'Université des sciences techniques de Massoupou, juste en Master 1, où il a rejoint l'école doctorale régionale en infectiologie tropicale de Franceville et s'envole pour l'Europe, notamment en France, précisément à Marseille, à l'Université Aix-Marseille de France, où il a obtenu son doctorat et il a brillamment collaboré avec pas mal d'instituts de recherche, notamment l'Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection avec le professeur Didier Raoul et aussi en co-mutualisation avec le STIANF, qui est le Centre interdisciplinaire de recherche médicale de Franceville, sur la fièvre non paludique, il faut le dire comme ça, et plusieurs collaborations aussi avec le laboratoire national et bien d'autres instituts de recherche. Alors, il est là devant nous. Ce qui nous amène ici, c'est cette question scoop qu'on va dire sur la découverte de nouvelles bactéries. Des nouvelles bactéries découvertes ici au Gabon par lui et ses collaborateurs. Et donc, on est à lui, on revient à vous, docteur. Alors, est-ce que de tout ce qu'on a avancé, est-ce que vous avez quelque chose à dire déjà par rapport à votre parcours? Vous avez tout dit. Comme s'il fallait qu'on abonde déjà dans le sujet, ou il fallait qu'on attende. Ben non, tout de suite, je crois que vous êtes virologue, vous êtes bactériologue, vous êtes chercheur, et donc vous travaillez spécifiquement sur les bactéries de manière générale, mais la particularité aujourd'hui, c'est que à ce jour, vous êtes l'un des chercheurs ayant découvert plusieurs bactéries. Bon, on ne va pas tous les énumérer, mais on a quand même des bactéries découvertes ici spécifiques gabonais. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire déjà avant? Je sais que les bactéries, beaucoup de gens en parlent, mais revenir rapidement sur les définitions de ce qu'est une bactérie, etc.
Merci beaucoup. Bon, la bactérie est un micro-organisme qu'on appelle vulgairement au quartier le microbe. Il fait partie d'une catégorie donc des êtres vivants de très petite taille. Et ces bactéries sont souvent à l'origine parfois des maladies qu'on appelle des maladies infectieuses, donc des infections bactériennes, mais pas toutes. Parce que souvenez-vous que nous avons 10 fois plus de bactéries que de cellules. Et ces bactéries tapissent chacun des revêtements de notre organisme, donc pour former ce qu'on appelle des flores, donc les populations microbiennes qui vivent en symbiose avec nous. On les trouve sur la peau, dans le tractus digestif, on les trouve au niveau de la bouche, ainsi de suite. Et donc voilà succinctement la définition des bactéries et peut-être leur rôle dans l'écologie. D'accord, mais à quel moment elles deviennent ces bactéries pathogènes à l'homme? Alors, dans les bactéries, comme je disais, il y a ce qu'on appelle les bactéries qui font partie de la flore commensale. Donc ce sont des bonnes bactéries, comme on peut le comprendre au quartier, mais il y a des bactéries qui sont pathogènes, c'est-à-dire qui ont un pouvoir pathogène, c'est-à-dire soit une capacité de se multiplier, d'infecter un tissu et de se multiplier et de créer des dommages, donc grâce à leur pouvoir invasif. Mais ils peuvent aussi agresser l'organisme par ce qu'on appelle la toxinogénèse, en produisant ce qu'on appelle les toxines, vulgairement, et pour créer ce qu'on appelle les toxines infectieuses. D'accord, on comprend bien. Voilà, donc il y a des bactéries en général qui vivent en symbiose avec notre organisme. Je crois qu'on fait allusion souvent aux bactéries commensales, c'est ça? Oui, la flore commensale. La flore commensale, etc. Vous avez fait pas mal de recherches sur les bactéries et aujourd'hui vous venez nous parler des nouvelles bactéries que vous avez découvertes. Qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on peut d'abord savoir combien de bactéries s'agit-il, quel type de bactéries, la forme, etc. Tout ce que vous voulez. Merci beaucoup. Bon, avant de rentrer de plein pied dans les noms des bactéries, il faut dire que la découverte des bactéries c'est un moment qui est arrivé comme ça au cours de ma thèse. En fait, l'objectif était de rechercher les causes non palus des fièvres au Gabon. Car souvenez-vous qu'il y a beaucoup de patients qui font souvent de la fièvre lorsqu'on part à l'hôpital, lorsqu'on fait des examens, notamment la goutte épaisse, parce qu'on pense que le paludisme est la cause la plus connue. Malheureusement, la goutte épaisse se révèle négative. Ça veut dire que derrière, il y a forcément d'autres causes qu'on appelle des étiologies. Alors, on s'est dit, mais pourquoi on n'arrive pas à détecter ces bactéries lorsqu'on fait par exemple des hémocultures, et ainsi de suite. On se rend compte qu'il y a des bactéries dont on n'a pas encore appréhendé les conditions de culture. Donc c'est ainsi que nous nous envolons dans un nouveau monde avec ce qu'on appelle la culture mixte. mixte. Rappelez seulement que les cultures, c'est les milieux qui permettent aux bactéries de croître. Très bien. Simplement. Très bien. Alors donc nous envolons dans cette aventure avec ces nouvelles méthodes de culture qu'on appelle la culture mixte, qui consiste à cultiver un échantillon d'un patient à partir de plusieurs milieux de culture et même en variant les conditions. L'objectif étant de mimer l'environnement dans lequel la bactérie peut être. Parce que ce qu'on peut aussi dire, c'est que les études basées sur la détection des acides nucléiques, ça peut être l'ADN ou bien l'ARN, sur un échantillon bien précis, a montré qu'on trouve plus de micro-organismes que lorsque nous allons les ensemencer au laboratoire. Et donc ça veut dire qu'il y a un gros gap. Il y a plus de micro-organismes lorsqu'on cherche les acides nucléiques, et lorsque nous allons faire la culture, il y a moins de micro-organismes. Ça veut dire qu'au niveau de nos conditions de culture, nous n'avons pas encore pu appréhender tous ces éléments indispensables à la culture bactérienne. Donc c'est ainsi qu'on s'est envolé dans cet univers de culture mixte, donc qui consistait à varier les milieux de culture, les conditions de culture. Et à l'issue de cette aventure, nous nous sommes rendus compte justement qu'il y a des bactéries qui n'ont jamais été découvertes. Voilà, donc c'est à ce niveau que personnellement, au cours de ma thèse, j'ai découvert 6 bactéries. Donc 4 avec les échantillons du Gabon et les 2 autres avec les échantillons des autres pays collaborateurs tels que l'Arabie Saoudite. Alors dans les échantillons du Gabon par exemple, j'ai trouvé la bactérie qu'on appelle Gabonia massiliensis. Donc Gabonia c'est parce que c'est le nom du Gabon, massiliensis c'est parce que j'étais à Marseille et Massilia c'est l'ancien nom de Marseille, donc massiliensis. En termes de commutualisation. En termes de commutualisation. Voilà. La deuxième bactérie c'est Gabonibacter massiliensis aussi. Donc vous voyez qu'il y a toujours cette connotation Gabon parce que nous sommes très patriotes. Et nous en sommes fiers évidemment. Voilà. La troisième bactérie c'est Calipiga gabonensis. La quatrième c'est Bacillus massilio gabonensis. Donc vous verrez que dans ces 4 bactéries que j'ai citées par exemple, il y en a qui commencent avec le nom du Gabon et d'autres par exemple viennent avec Calipiga qui n'a rien à voir avec le Gabon.
C'est juste pour dire que dans la découverte des bactéries, il y a une sorte de catégorisation. Hein, vous pouvez trouver une bactérie qui appartient à un nouveau genre, qui appartient à une nouvelle espèce, et toutes ces catégorisations, on appelle ça les rangs taxonomiques. Donc, Gabonibacter, par exemple, et Gabonia étaient très éloignés phylogénétiquement avec toutes les bactéries qui étaient connues. Il n'existait aucun genre bactérien dans lequel on pouvait les classer. C'est ainsi que nous, avec mes collaborateurs, nous avons créé des nouveaux genres dans la microbiologie qu'on appelle Gabonibacter, par exemple, et Gabonia. Gabonibacter, lorsqu'on l'a découvert en 2016, c'était l'espèce Gabonibacter marciniensis, était la seule espèce bactérienne qui appartenait au genre Gabonibacter. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet, sur Wikipédia, sur PubMed ou encore LPSN, qui est cette grosse branche qui s'occupe de l'actualisation des noms des bactéries, vous verrez que Gabonibacter marciniensis aujourd'hui a plusieurs autres espèces dans le même genre. C'est déjà alloué, comme vous avez dit, dans la taxonomie, la classification bactérienne et comment on appelle la dénomination des noms des bactéries, etc. Qu'on se retrouve désormais avec une espèce qui est spécifique au Gabon. Et moi, la question que j'aimerais poser, c'est que dans la découverte même que vous avez faite pour ces bactéries, quel était l'échantillon sur lequel vous avez travaillé? Par exemple, est-ce qu'il y a un écosystème précis? Est-ce que c'est uniquement des bactéries commensales, comme on a dit tout à l'heure, qui ne vivent qu'avec des hommes? Est-ce que ce sont des bactéries qui vivent dans d'autres écosystèmes comme les milieux marins ou les milieux terrestres ou d'autres milieux qu'on ignore par exemple? Bon, ces bactéries ont été isolées dans les échantillons de sel. Parce que ce que nous devons aussi comprendre, c'est qu'on évaluait en même temps aussi ce qu'on appelle le microbiote digestif. C'est-à-dire, c'est de voir les populations bactériennes qu'il y a au niveau du tube digestif. Parce que ces populations, de leur équilibre dépend aussi de la santé des populations. Aujourd'hui, par exemple, vous avez des personnes qui sont obèses. L'obésité n'est pas une maladie infectieuse. Mais il peut avoir des origines infectieuses parce qu'il y a certaines bactéries qui peuvent pousser à cela. Comme certaines autres maladies, on s'est d'ailleurs rendu compte que les gens qui étaient malnutris avaient une carence en certaines bactéries. Et donc, il fallait évaluer donc, ces différentes populations microbiennes pour voir si elles sont en équilibre. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle nous avons utilisé l'échantillon de sel parce que c'est le meilleur prélèvement pour évaluer les populations microbiennes au niveau du tube digestif. Donc, exclusivement, s'il faut le dire, ce sont les bactéries qu'on retrouve uniquement dans la selle. Pour l'instant, parce qu'on a découvert dans la selle. Maintenant, peut-être à partir d'autres prélèvements, on pourra les identifier. Et déjà, c'était dans les circonstances parfois non pathologiques, mais c'est déjà une bonne chose parce que beaucoup se demandent si ces bactéries ont été découvertes dans les circonstances non pathologiques, à quoi cela sert. Alors, il faut dire que la science, c'est aussi prévoir. Aujourd'hui, nous avons eu récemment la pandémie, si nous parlons de la virologie, la COVID-19. Alors, cette pandémie était donc causée par le SARS-CoV-2. Beaucoup se sont dit que les coronavirus étaient découverts aujourd'hui, mais ces coronavirus existent depuis très longtemps, avec notamment les sous-groupes alpha, bêta, gamma. Voilà. Donc, il est toujours important de découvrir en avant, de telle sorte que si un jour ces pathogènes ou ces micro-organismes s'ils sont impliqués dans une infection, on a déjà les moyens de prendre en charge le reste, notamment le profil d'antibiorésistance, quels sont les antibiotiques qui marchent, quel est le milieu de culture adapté pour l'isoler, ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments déjà qui permettent d'avoir un pas dans la prise en charge des patients en cas de maladie causée par ces bactéries. Je veux dire que jusqu'à ce jour, ce sont des bactéries, en réalité, dont on ne sait pas si elles sont pathogènes ou commensales. Mais on sait juste que ce sont des bactéries qui ont été nouvellement identifiées. Yeah. Donc, ça veut dire que ce sont des bactéries en étude. En étude. Elles sont étudiées, souvenez bien. Lorsqu'on découvre une bactérie, par exemple, on la décrit totalement. Vous la décrivez. Et aujourd'hui, l'outil de description, c'est ce qu'on appelle la taxonomie polyphasique. Donc, on va regarder au niveau de son aspect phénotypique, tout ce qui est observable, donc la forme de la bactérie, les colonies, voilà. On va aussi aller regarder sur l'aspect génomique. Donc, son ADN, quelle est la taille de son ADN, ça fait combien de paires de bases, combien de gènes, et ces gènes codent pour combien de protéines. Alors, et dans ces gènes, on les classifie dans ce qu'on appelle les catégories comparaison. Donc, et dans ces catégories, ça permet de voir, en fait, ce sont des catégories de
de précision, en fait, de voir le rôle de chaque groupe de gènes. Et justement, dans ces bactéries, on a trouvé certains gènes qui peuvent amener à penser qu'elles peuvent être pathogènes. Elles peuvent être pathogènes. Y a-t-il un lien entre ces différentes bactéries? Aujourd'hui, on ne parle que de bactéries pour le moment. Y a-t-il un lien? Y a-t-il, je veux dire, un lien sur la morphologie, puisqu'on ne peut pas les percevoir là maintenant, il n'y a pas de microscope ici. Y a-t-il un lien entre elles ont-elles la même forme, elles ont-elles les mêmes caractéristiques, etc. Est-ce qu'il y a un lien entre ces bactéries? Oui, en termes de forme, en termes de morphologie, il y a un lien, parce qu'on sait qu'en microbiologie, on a 5 principales formes de bactéries. Soit elles sont rondes, soit elles sont allongées, qu'on appelle les bacilles, soit elles sont incurvées, et soit elles sont fuselées, ou elles sont encore hélicoïdales. Donc justement, Gabonia par exemple a une forme, on a comme un cocobacille, donc une forme intermédiaire entre la forme ronde et la forme allongée. Et les autres sont la plupart du temps des bacilles. Donc c'est-à-dire des bactéries qui sont allongeantes. Oui, des bacilles. Avez-vous une question particulière par rapport à cette nouvelle découverte qui est, c'est vraiment important pour la science aujourd'hui de savoir que on peut explorer quand même ce pan-là pour dire il y a des bactéries, il y a des écosystèmes aujourd'hui qu'on peut encore découvrir les bactéries et peut-être prévenir en termes de recherche de ce qui peut être pathogène à l'homme ou pas. Bonjour, je n'ai pas de questions, sauf que j'écoute le cours magistralement, parce que je pense qu'on est dans une phase très importante, la science évolue avec le temps, c'est ce qu'on voit encore aujourd'hui. Et donc, c'est déjà une fierté d'entendre qu'il y a un Gabonais dans ce sens. D'accord. Et quelles sont vos collaborations, par exemple, avec cette nouvelle découverte, avec d'autres instituts de recherche, non seulement sur le plan national, mais international? Parce que quand même, bon, on ne découvre pas des bactéries tous les jours dans la science. C'est vrai. Voilà. Non, les collaborations existent. Comme je le disais, c'est l'IHU Méditerranée Infection, donc de Marseille, dirigé à l'époque par le professeur Didier Raoult. Je crois actuellement dirigé par un de ses collaborateurs. Alors, les collaborations, donc c'est l'IHU, c'est aussi la DSMZ, c'est d'autres organismes tels que la LPSM, parce que lorsqu'on parle de la découverte des bactéries, ça ne s'arrête pas au laboratoire. Vous découvrez la bactérie et on pense que c'est une nouvelle bactérie, vous devez l'isoler, l'envoyer à un autre laboratoire tel que la DSMZ par exemple, qui est une collection des bactéries. Et eux, à leur tour, ils vont faire les mêmes analyses, donc ils vont se rendre compte que la bactérie qui leur a été envoyée n'a aucun élément en commun avec des espèces qui existent. On va les classer dans voilà, on va les classer. Et donc, lorsque cela est confirmé, vous voyez qu'on procède donc à une description complète, comme je disais, notamment le séquençage complet. Ce séquençage, parfois, nous sommes amenés à collaborer avec d'autres organes de recherche qui sont spécialisés dans le séquençage. Avez-vous eu des soutiens, par exemple, du gouvernement gabonais sur ces recherches-là qui sont quand même assez importantes? Bon, je vais dire que la majorité de ces recherches s'inscrit dans beaucoup de mon parcours de thèse. Et donc, déjà lorsque j'ai le bac, donc j'ai été soutenu par l'État gabonais parce que j'étais boursier jusqu'à Master 2. Et à Master 2, donc j'ai eu la chance d'avoir une bourse d'infectieux pôle. Donc déjà quand j'étais en stage de Master 2, je suis allé faire ça en France, vu que l'école était financée déjà par l'agence universitaire de la francophonie. Donc j'avais la bourse, je suis allé en stage et de là-bas, donc après le stage de Master 2, juste après les soutenances, j'ai obtenu donc, de mon laboratoire d'accueil à Marseille une autre bourse, donc la bourse infectieux pôle Sud. C'est avec cette bourse que j'ai fait la thèse. D'accord. Donc pour nous espérons que l'État gabonais tiendra compte de ces nouvelles recherches et découvertes d'ailleurs et peut-être envisager de soutenir davantage tous azimuts sur des recherches vraiment qui tiennent à encourager les chercheurs gabonais. Donc c'était Écosciences, nous nous retrouvons pour la dernière partie qui est la partie de Clin d'œil Science avec Bobo Lorraine. Bienvenue sur la dernière partie, qui est la troisième partie d'Écosciences. Écosciences, votre émission scientifique de vulgarisation et de valorisation
Écosciences, c'est la voie de la science au Gabon et à l'international. La troisième partie consiste à votre rubrique Clin d'œil science. Clin d'œil science qui nous parlera aujourd'hui des déchets plastiques, de la transformation des déchets plastiques en paracétamol. À toi la parole, Boumbo Lorraine. Alors, comment est-ce qu'on quitte du plastique au paracétamol ou bien des déchets au paracétamol? En fait, il y a à peu près un mois, c'est très récent en fait. Voilà, l'université d'Édimbourg au Royaume-Uni a sorti de nouveaux travaux scientifiques, c'est-à-dire la fabrication de paracétamol à partir de déchets plastiques. Donc les déchets qui concernent le plastique que l'on retrouve sur les sachets et sur les bouteilles. Donc pas les plastiques de PVC et autres, non, c'est un plastique spécifique. Alors, les bouteilles. Oui, en effet, voilà, les bouteilles de plastique. On en a plein ici au Gabon. Ça court les rues. Voilà. Donc, ce que j'ai dit, ça paraît d'emblée choquant. Il faut d'abord comprendre le contexte. Donc, brièvement, on va rappeler qu'un plastique, le plastique, c'est un matériau qui est obtenu à travers le travail industriel des hydrocarbures fossiles, en fait. C'est d'abord ça. Et ensuite, une fois dans les industries, ça va être travaillé pour avoir plusieurs types de plastique. Donc, comme je disais, le plastique du papier film, plastique du PVC, plastique du sachet que l'on transporte les objets. Donc, une fois que ça va être travaillé, c'est d'abord une chose. Ensuite, comment on quitte maintenant du plastique au paracétamol? Donc déjà, sachant que le paracétamol, c'est le nom générique donné aux médicaments antalgiques, c'est-à-dire qui permettent de calmer la douleur à l'instant, mais pas forcément de soigner la maladie en elle-même. Donc, le processus de fabrication n'a pas été complètement donné par l'université d'Édimbourg, mais on sait que ça obéit à une phase que l'on appelle arrangement de l'océan. C'est-à-dire qu'ils vont se servir de E. coli, Escherichia coli. On parle de bactéries là. Voilà, en effet. Ok. Voilà, c'est une bactérie que l'on retrouve dans le corps de manière naturelle. Elle marche dans la flore du corps et n'est pas forcément dangereuse. Mais il y a aussi certains E. coli qui sont très pathologiques en fait. Quoi qu'il en soit, cette bactérie a une capacité de se multiplier rapidement. Donc c'est ce processus qui va être utilisé dans la fabrication du plastique au paracétamol à travers la modification du gène. Donc on parle bien des OGM. OGM, organismes génétiquement modifiés, sont des êtres vivants dont une partie du génome va être modifiée. Donc on va prendre le principe de E. coli, donc sa capacité à se multiplier rapidement, pour travailler avec certains éléments du plastique en fait, et arriver à produire du paracétamol. Donc comme je disais, l'université n'a pas encore dévoilé tous les secrets du travail, c'est toujours en cours de recherche dans le laboratoire. Donc ça paraît prometteur, mais disons d'abord que tout ce travail suscite énormément de scepticisme, notamment chez les scientifiques et même chez le public sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, à chaque fois, on promet toujours d'utiliser le plastique pour l'améliorer. On avait d'abord le plastique recyclable, le plastique biodégradable, ça ne marche pas forcément. Et ensuite, on a un plastique qui va maintenant servir à la fabrication du paracétamol. Donc, c'est tout ce que l'on peut dire sur ce sujet. Bien, si le plastique peut nous soigner ou nous diminuer les douleurs, eh bien pourquoi pas, ici au Gabon, de toutes les façons, on en a en abondance dans nos rues, dans nos villes, etc. Du plastique à perte de vue. Maintenant, c'est une décision politique, et une décision surtout des chercheurs, de pouvoir amorcer, comme on dit, la transformation de ce plastique-là en éléments organiques, pas forcément avec du paracétamol, mais bien d'autres. Parce que ce qui est sûr, c'est que ce sont des travaux qui sont peut-être brevetés et peut-être protégés. Mais on est sûr qu'à partir du plastique, on peut bien donner plusieurs dérivés, notamment relatives aux composés organiques. Alors, docteur, vous qui êtes spécialiste des bactéries, voilà, on nous dit que Escherichia coli peut produire à partir du plastique des composés organiques. Est-ce que vous avez un petit commentaire avant de clore cette émission? Bon, juste pour ranger ce qu'elle dit justement dans le rôle des bactéries. On sait que les bactéries ont aussi un rôle écologique très important, bien qu'elles soient inoffensives pour nous et parfois aussi à l'origine des infections. Mais les bactéries jouent un très grand rôle dans la transformation de la matière, notamment dans le cycle de carbone, le cycle d'azote, et ainsi de suite. Donc, il n'est pas étonnant que les Escherichia coli soient capables de faire de telles choses. Ouais, c'est vrai, parce que même, je me rappelle, je crois que la fabrication même de l'alcool, de l'éthanol, des coliformes, par exemple, qui vont transformer ce sucre-là
en éthanol de la bière que nous consommons à volonté sans pouvoir faire de la pub. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, la science peut faire beaucoup de choses et la science a beaucoup de surprises. Eh bien, on a abordé, pour terminer, la question du professeur Donatien Mavungu, qui est un éminent chercheur, qui a beaucoup travaillé pour la science dans le monde et une fierté nationale. On a aussi parlé du docteur Gaël, qui a découvert plusieurs bactéries et c'est en cours, donc une fierté nationale également. Et enfin, terminer toujours par les bactéries, où Escherichia coli fait encore ses multiples prouesses. Qu'est-ce qu'on peut finalement dire, docteur, pour conclure? Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à la population gabonaise, par rapport à la recherche scientifique, par rapport à vos découvertes, par rapport aux travaux que vous faites de façon globale? Bon, merci beaucoup. Ce que je peux dire personnellement, c'est que les autorités, les hautes autorités devraient accompagner les scientifiques, les chercheurs dans tout ce qu'ils font au quotidien, notamment dans essayer de fournir tout ce qu'il y a comme financement pour acheter par exemple des automates qui sont très performants. Tout à l'heure on parlait des nouvelles bactéries par exemple. On sait qu'il y a un automate, je sais pas pour faire la publicité, par exemple l'Omaditov. Non, ici on a Ecoscience, on parle de science. C'est un automate qui vous permet d'identifier à peu près plus de 46 bactéries en moins d'une heure de temps. Vous voyez, sans pourtant essayer de répliquer toutes les méthodes de diagnostic bactériologique qui nécessitent une nouvelle culture. Donc vous voyez que l'État, les autorités devaient accompagner les chercheurs dans l'acquisition de tels outils pour rendre la science plus pertinente. Et surtout dans le domaine de la microbiologie, il faut dire que beaucoup de maladies, presque les théologiens comme des maladies infectieuses. On n'est pas là comme nous partons à l'hôpital, nous avons une fièvre, ainsi de suite, et qu'il n'y a pas de palu. Et lorsqu'on fait, par exemple, une hémoculture pour voir s'il y a une bactérie dans le sang, on ne trouve rien. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a rien, mais c'est parce que nous n'avons pas le bon outil, peut-être, pour identifier la bactérie. Et donc c'est dans ce sens que l'État devait accompagner, et ça devait surtout aussi éveiller tout ce qu'il y a comme recherche biomédicale. D'accord, donc c'est très édifiant ce que vous dites et je pense qu'on en tiendra compte. Alors, mademoiselle Mbembe, votre conclusion? Oui, moi, je trouve qu'on a abordé que de très bons sujets. On a parlé d'un scientifique gabonais, Dominique Donatien Mavungu, qui n'est pas, en tout cas à mon avis, suffisamment valorisé. Ensuite, on a un autre scientifique vivant qui, voilà, exactement, monsieur Gaël Morembu, qui aux côtés d'autres a découvert de nouvelles bactéries. C'est toujours important. Et en même temps aussi, on a vu le plastique. Comment quitter du plastique au paracétamol. Donc en fait, ça c'est une journée d'invention, une journée d'innovation. Je pense que c'est un peu le sujet qu'on a abordé. D'accord. Très important. Donc c'était Ecoscience, votre émission de valorisation et de vulgarisation scientifique. Ecoscience, c'est la voix de la science au Gabon et à l'international. À nous revoir très bientôt. Surtout, n'oubliez pas de liker notre plateforme TikTok et Ecoscience TV. D'accord. Et aussi YouTube, Radio Gabon.